Je vais prendre tous mes soldats, on va y aller, on va les tuer. On va les attaquer par derrière, et s'ils s'enfuient, on va tirer dessus. Pourquoi avait-il réagi si violemment à la tentative de sécession des Ibo? Je pense que c'est une erreur de dire que je suis opposé à la sécession du seul pays Ibo. Si aujourd'hui il y a sécession dans n'importe quel État du Nord, je peux vous assurer que j'irai là-bas m'occuper des sécessionnistes. Nous avons, nous Gabonais, reconnu le Biafra. Et bien que l'on dise que le Biafra est fini, pour nous le Biafra existe. Car nous estimons que tant que les négociations n'auront pas été terminées, il n'est pas question de dire que le Biafra est fini. Parce que rien ne nous le prouve. Il a, pour qu'on ne lui reproche pas d'être un enfant adopté, il a voulu produire un acte de naissance. Mais l'acte de naissance qu'il a produit, eh bien, même un enfant de 10 ans peut s'apercevoir que c'est un faux acte de naissance. Pourquoi? Je le dis à haute intelligible voix, qui disait que Alain Bongo ou Ali Bongo serait le fils d'Ojukwu. Quelques années après, avec un livre dans ce pays qui vous met en cause, qui parle de votre filiation, qui parle d'une imposture. Entre 1967 et 1970, la crise du Biafra va plonger le Nigeria dans une crise d'une violence inouïe, causant ainsi des millions de morts, dont principalement des enfants, couvrant la mort en raison de la famine utilisée comme une arme de guerre. Ce conflit marqué par la sécession biafraise a attiré l'implication de plusieurs pays, notamment la France, avec en sous-main la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, le Gabon d'Omar Bongo et même d'autres pays comme la Chine. La France, elle de son côté, a soutenu discrètement le Biafra, tandis que la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny a été l'un des seuls pays à le reconnaître. Et le Gabon d'Omar Bongo a joué un rôle crucial en fournissant les armes et les mercenaires au Biafra. Mais surtout, le Gabon a accueilli de nombreux réfugiés qui pour la plupart seront adoptés. Parmi eux, un petit garçon nommé Ojukwu Emeka et que beaucoup estiment être l'ancien président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Cette potentielle adoption a créé de nombreux débats, notamment en 2009 et en 2016 lors des élections présidentielles. Aujourd'hui, les amis, je vous propose de découvrir la crise du Biafra. Pas la crise du Biafra comme on a l'habitude de la présenter, mais je vais la présenter différemment. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la crise du Biafra en interne, mais surtout en externe, notamment avec la participation du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si ce n'est pas encore fait. La crise du Biafra, les amis, c'est maintenant. Et sans plus tarder, Biaziassoum. Le Nigeria obtient son indépendance le 1er octobre 1960 avec une constitution qui établit un régime fédéral. Et dans ce régime fédéral, le premier ministre est élu et c'est lui qui détient les pouvoirs. Et on a également un chef de l'État qui lui occupe un rôle symbolique. En 1961, après un référendum de l'ONU, la partie allemande du Cameroun rejoint même le Nigeria. En octobre 1963, le pays devient une république avec pour président Nnamdi Ezekwe et Abubakar Balewa devient premier ministre. Et vous comprenez bien que Abubakar Balewa devient le chef du gouvernement et c'est lui qui détient en réalité le pouvoir. Mais cependant, après une brève période de calme après l'indépendance, le pays va très vite sombrer dans certains conflits ethniques et aussi religieux. Le Nigeria est un assez grand pays qui pourrait être divisé en 3 grandes régions. Le nord, on retrouve les Haoussa, les mêmes Haoussa qu'on retrouve au Gabon. À l'ouest, on retrouve les Yoruba et à l'est, on retrouve les Ibo. En 1962, seulement 2 ans après l'indépendance du pays, les premiers signes d'instabilité politique commencent à se manifester. Un certain Obafemi Awolowo, chef historique des Yoruba, est arrêté. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Son arrestation provoque la révolte chez les siens. Et c'est justement à ce moment que le gouverneur fédéral décide de créer une 4e région, appelée région du centre-ouest, majoritairement peuplée des Yoruba. Le problème, c'est que ça va diviser une région majoritairement Yoruba. Et ce qui va mettre le feu aux poudres. Et ça va accentuer les problèmes tribaux dans la région. Et en 1964, dans cette même région, les élections fédérales seront boycottées. Et généralement en Afrique, quand un pays nouvellement indépendant fait face à ce genre de crise, il y a souvent des coups d'État qui arrivent. Et ce sera le cas au Nigeria. Et en octobre 1965, des élections jugées frauduleuses provoquent l'effondrement républicain du centre-ouest. Et en janvier 1966, en l'absence du président, un groupe d'officiers tente de faire un coup d'État. Les putschistes assassinent le premier ministre Balewa. Mais ils ne s'arrêtent pas là.
ils assassinent également de nombreux ministres, tous deux origines du Nord, c'est-à-dire qu'ils sont en majorité Haoussa. En plus d'être du Nord, certains sont également de l'Ouest, c'est-à-dire ils sont aussi Yoruba. On voit alors qu'à ce moment que ce sont les Igbo qui sont derrière tout ça. Mais sauf que le coup d'état ne fonctionne pas parce que le général Eronsi, chef d'état-major des forces de l'armée, prend le pouvoir. Mais sauf que quand le général Eronsi prend le pouvoir, il installe un régime strict et il vise également à supprimer l'ordre fédéral qui règne dans le pays. Et il veut imposer un gouvernement unitaire comme au Gabon par exemple ou au Cameroun. Mais sauf que là encore, le pays s'embrase. Le pays fait face à de nombreuses émeutes, notamment anti-Igbo. Rappelez-vous, on les accuse d'avoir assassiné le premier ministre et plusieurs autres ministres. On accuse les Igbo d'avoir assassiné les premiers ministres Yoruba et Haoussa pour prendre le pouvoir. Les représailles sont très graves. Certains enfants Igbo qui n'ont rien demandé se voient couper le bras, par exemple pour qu'ils ne puissent plus écrire. La situation sociopolitique au Nigeria est désastreuse. Les membres de l'armée de différentes ethnies s'affrontent même pour le contrôle régional sur des bases ethniques. Mais vous savez qu'une fois de plus, ça ne peut pas durer en Afrique. Et c'est là qu'en juillet 1966, un autre coup d'état surgit. Et des officiers du Nord, principalement Haoussa, prennent le pouvoir. Et à la tête, ils mettent le général Gowon. Et fait important, lors de ce coup d'état, ils assassinent Eronsi, qui était au pouvoir avant. Mais le coup d'état survient dans un moment où la tension était électrique au Nigeria. Les problèmes ethniques étaient fortement constatés dans le pays. Les différentes grandes forces politiques et militaires des différentes ethnies du pays tentent de s'arranger, tentent de trouver un compromis. Mais aucun compromis n'est trouvé, le pays fonce tout droit vers la guerre civile. Mais sauf qu'en mai 1967, l'Assemblée consultative autorise le général Ojukwu, qui est Igbo, originaire de la province du Biafra, à établir une république souveraine. Mais sauf que dans le même temps, le gouverneur fédéral promulgue un nouveau décret qui divise le pays en 12 au lieu de 4. Et là, ça va marquer de nouvelles tensions ethniques et régionales dans le pays. Et c'est tout ça qui va conduire le pays à la crise du Biafra. Le 30 mai 1967, le général Ojukwu et ses partisans proclament l'indépendance de l'Est du pays, créant la République du Biafra avec pour capitale Enugu. Mais cet acte est perçu comme une véritable rébellion de la part du régime fédéral nigérien. Et dès juillet 1967, des violents combats commencent entre le régime fédéral nigérien et le nouveau gouvernement biafrais, ce qui va impliquer une grande guerre civile avec de nombreux enjeux internationaux. D'un côté, on a le général Gowon qui dirige le Nigeria, qui ne veut pas laisser partir le Biafra parce que le Biafra est une région immensément riche. Et c'est comme ça que le 6 juillet, il lance une offensive. Et au début des affrontements, on pense que le Biafra pourra résister parce que le Biafra surprend le régime nigérien. Mais progressivement, les hommes du général Gowon occupent les grandes villes de la région et même la capitale Enugu. Le 24 mai 1968, le régime fédéral prend même possession du port Harcourt, port qui permettait au Biafra d'avoir accès à l'océan. Et voici comment, un an après l'annonce de la sécession, le Biafra se retrouve coupé du reste du monde. Cette situation entraîne l'étouffement de la sécession biafraise, marquant une période de souffrance humanitaire sans précédent. Des centaines de milliers d'enfants meurent de faim. Les images sont atroces. Mais comme vous l'avez vu sur la vidéo sur le Congo, la guerre du Congo en 1997, le pétrole attise les convoitises. Et qui attise les convoitises attise les guerres. Le rôle de la France, de la Côte d'Ivoire et du Gabon sont étroitement liés au Biafra, enfin aux intérêts qu'il y a au Biafra. La France avait l'opportunité d'avoir une main mise sur le pétrole du Biafra. Et sous la présidence de De Gaulle, la France va apporter son soutien à la région biafraise, clandestinement. Et puis le Nigeria fait partie du Commonwealth. Affaiblir l'Angleterre a toujours été une constante de la politique française en Afrique. On vient également de découvrir du pétrole au Biafra. Focard ne peut pas ne pas y penser. Depuis l'indépendance de l'Algérie, l'approvisionnement énergétique de la France n'est plus assuré. Le ministre des Affaires étrangères, Kouf de Murville, n'est pas d'accord pour soutenir le Biafra. Mais aussi, le Nigeria est un très grand pays. Comparé à ses voisins francophones autour, c'est un véritable mastodonte. Et ça ne plaisait pas trop à Félix Houphouët-Boigny. Le Nigeria est un géant. Affaiblir un géant, ça n'est jamais politiquement une mauvaise formule, car les géants ont toujours tendance à abuser de leur puissance. La France a donc décidé de fournir mercenaires et armes au Biafra à travers le Gabon d'Omar Bongo. Tout ça orchestré par Jacques Foccart. Et à cette époque, on appelait même le Gabon Foccarland, c'est pour vous dire. Félix Houphouët-Boigny, lui, de son côté, a soutenu le Biafra parce qu'il craignait que le Nigeria ne domine un peu trop l'Afrique de l'Ouest. Et c'est pour ça qu'il a soutenu ouvertement la sécession biafraise. Et à cette époque, Félix Houphouët-Boigny a même travaillé activement avec Jacques Foccart pour soutenir le Biafra. Et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny gardait un œil sur le Nigeria depuis longtemps. Regardez par exemple en
1963, la France avait envoyé le colonel Bichelot au cabinet de Félix Houphouët-Boigny pour garder un œil sur le Nigeria. Et en 1967, quand Ojukwu a décidé de faire sécession, la Côte d'Ivoire était déjà prête à agir. Jean-Maurice Chobopré, homme de confiance de Jacques Foccart, va envoyer les armes et les mercenaires à Abidjan. Et en mai 1968, Félix Houphouët-Boigny va même ouvrir un conseil national pour discuter des problèmes du Biafra. Est-ce que vous vous rendez compte? Et il a même dû faire face à une solitude politique parce que ses compagnons de l'Afrique de l'Ouest ne l'ont pas soutenu. Et beaucoup pensent même que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a entraîné la France au Biafra. Ce qui est faux, évidemment. Mais c'est pour vous dire à quel point il était impliqué. Le Gabon, de son côté, sous la présidence de Léon Mba, a soutenu le Biafra. Mais peut-on réellement dire que c'était Léon Mba qui a soutenu le Biafra, vu que c'était plus vraiment lui qui dirigeait? Mais celui qui a joué un rôle important, c'est Albert Bernard Bongo, celui qui a précédé Léon Mba. Malgré qu'on puisse dire qu'il a été manipulé par la France, Omar Bongo a joué un rôle essentiel. Le Gabon a servi de base arrière pour le Biafra. À travers l'île de Sao Tomé, le Gabon a fourni armes et mercenaires au Biafra. Et vous avez certainement vu comment Omar Bongo est arrivé au pouvoir. Si ce n'est pas le cas, j'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder. Et pour encadrer Omar Bongo un peu, il y avait Maurice Delaunay au Gabon. Et quand je vous dis que le Gabon c'était Foccart-land, c'était vraiment Foccart-land. Il y avait un tas de mercenaires au Gabon à cette époque. Et c'est pour ça que certains sont même restés au Gabon après le Biafra. La preuve, en 1971, il y a un diplomate gabonais qui est assassiné. Qui se trouve derrière cet assassinat? C'est un mercenaire français. Omar Bongo n'était pas forcément chaud pour soutenir le Biafra dès le début. C'est à partir de avril 1968, sous la pression de Félix Houphouët-Boigny et de Jacques Foccart, que Omar Bongo va réellement s'engager. Malgré ses nombreuses réticences initiales, le Gabon était devenu un centre logistique crucial pour le Biafra, avec de nombreux vols nocturnes qui étaient censés apporter des vivres au Biafra. Et figurez-vous que dans une nouvelle affaire africaine, j'ai lu une anecdote folle. À cette période, il n'y avait aucun aéroport qui avait autant de trafic que l'aéroport Léon Mba, sauf celui de Johannesburg. C'est pour vous dire à quel point le trafic de vol était important à Libreville. En 1969, après le départ du général de Gaulle, il y aura une forme de panique qui va s'installer du côté de la France-Afrique. Mais ça ne va pas empêcher au réseau Foccart de continuer leur activité. Le soutien du Gabon et de la Côte d'Ivoire illustre les relations france-africaines. Et au-delà de là, ça illustre énormément la lutte pour l'influence au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez une telle alliance pour empêcher que le Nigeria ne reste fort. Imaginez les nombreux moyens mis en place pour empêcher que le Nigeria ne demeure ce qu'il est. Mais comme par hasard, c'est le Nigeria qui sortira vainqueur de cette crise. Et Ojukwu sera contraint à s'enfuir en Côte d'Ivoire. Mais c'est un peu trop facile si on s'arrête là. Il y a bien un épisode que je souhaiterais aborder avec vous. C'est l'épisode de nombreuses adoptions au niveau du Gabon concernant la crise du Biafra. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt, le Gabon a joué un rôle crucial lors de la crise du Biafra. Mais le Gabon a surtout accueilli de nombreux enfants. Des enfants qui étaient immatriculés. Certains avaient des numéros écrits sur des bandages. C'est pour vous dire. Cette opération humanitaire a été soutenue par de nombreux hauts cadres gabonais et français. La France, par exemple, qui a refusé de reconnaître officiellement la République du Biafra, a facilité l'évacuation de nombreux enfants biafrais au Gabon. Les premiers enfants biafrais ont été évacués en septembre 1968 vers Libreville, grâce à des missions humanitaires comme l'ONU ou la Croix-Rouge, et même le comité français contre la faim. Des centaines d'enfants sont transportés au Gabon, et arrivés au Gabon, ils sont souvent hébergés à l'église Sainte-Marie et à l'église Saint-André, vraisemblablement parce que l'église Sainte-Marie était par exemple proche de l'aéroport. Et plusieurs personnalités du pays vont inciter les autres personnalités du pays à adopter ces enfants. Par exemple, Mère Jean-Gabriel a favorisé l'aide catholique à ses enfants. Pour faire face aux nombreuses arrivées d'enfants qui atterrissaient à Libreville, selon le journaliste et enquêteur Pierre Péan, le gouvernement gabonais aurait demandé à plusieurs personnalités du pays d'héberger provisoirement les enfants qui arrivaient du Biafra. Et selon ce dernier, le président Omar Bongo et sa femme auraient montré l'exemple en adoptant 2 enfants. Et parmi ces enfants, il y avait potentiellement, selon Pierre Péan, la précédure Ali Bongo Ondimba. Vous allez me dire, mais pourquoi le Gabon a accepté de prendre tous ces enfants? Dites-vous que ça faisait partie du plan de la France pour mobiliser le regard international, pour montrer à tout le monde que regardez tous ces enfants qu'on accueille au Gabon, la situation est vraiment dramatique du côté du Biafra. Dans son livre Affaires africaines, pas nouvelle, Pierre Péan affirme que littéralement Ali sera un enfant de Foccart parce qu'il a été conçu sur tout ce que la France-Afrique représente. Encore une fois, je vous le répète et je vous le répète encore, ce ne sont pas mes propos. Ce ne sont pas mes propos, c'est juste que je trouve malhonnête de parler du Biafra en sautant cet épisode. Les enfants biafrais qui sont arrivés à Libreville ont été utilisés également comme un moyen de pression. En janvier 1970, par exemple, Omar Bongo va déclarer
après la défaite du Biafra, que les enfants qu'ils avaient à Libreville étaient la seule arme qu'ils avaient pour lutter contre le régime du Nigeria, soulignant ainsi l'importance symbolique et stratégique de ces enfants. Cette période a laissé une empreinte indélébile dans les relations du Nigeria et du Gabon. Et la potentielle adoption d'Ali Bongo a souvent eu des répercussions, notamment lors des élections de 2009 et de 2016. Je vous rappelle par exemple, en 2016, la sortie du livre Nouvelle Affaire africaine a donné un coup de boost aux opposants pour dire qu'il n'est pas gabonais. Au moment où le livre sort, ça a eu un effet de bombe. Et beaucoup ont utilisé ça. Vous qui avez côtoyé, qui avez été le directeur de cabinet d'Omar Bongo, est-ce que vous aviez des informations, ou est-ce que vous avez des informations qui vous laissent penser que Ali Bongo n'est pas le fils de son père? On est aujourd'hui sûr d'une chose certaine, que sa mère n'est pas sa mère. Vous avez lu les articles de Marianne, vous avez vu ce qui est dit, et c'est clair qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il n'a jamais eu d'enfant. Ça, c'est un fait. Donc, sa mère n'est pas sa mère. On n'a pas besoin d'aller polémiquer. Mais en 2009, également, ça fait débat alors que le livre n'était pas encore sorti. L'opposant Jean-Luc Bengomossi avait par exemple porté plainte pour faux. La constitution gabonaise dit que celui qui a la nationalité gabonaise ne peut pas se présenter aux élections. Cet article veut également que si quelqu'un arrive à tromper la vigilance des organes chargés d'organiser les élections, et si on découvre après qu'il n'a pas l'origine gabonaise, qu'il a acquis la nationalité, son élection est immédiatement cassée. Je tenais à le préciser. Que le dossier Ali Bongo à la CENAP avait des incohérences. Dans certains documents, sa date de naissance était le 9 juillet. Dans d'autres documents, sa date de naissance était le 10 juillet. Et le journal La Une dit l'homme aux 2 naissances. Et j'ajouterai tout à l'heure l'homme aux 3 naissances, puisque sa mère dit dans le rapport tout à l'heure qu'Ali Bongo est né le 2 février. Je le dis à haute intelligible voix, qui disait que Alain Bongo ou Ali Bongo serait le fils d'Ojukwu. Jean Ping, qui a été opposé à Ali Bongo, a également affirmé que sa maman n'avait jamais eu d'enfant. Voilà un peu pour la crise du Biafra. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, j'espère que vous avez aimé. On se retrouve certainement le 17 août pour une vidéo sur le Gabon. On travaille énormément, c'est une histoire que je pense que beaucoup de Gabonais ignorent. C'est une histoire tellement intéressante que je prépare. Une histoire tellement intéressante, certainement l'une des histoires les plus intéressantes que j'ai jamais traitées sur la chaîne. Vraiment, c'est vraiment une histoire. J'espère que vous allez regarder cette vidéo parce que c'est vraiment une histoire touchante qui parle beaucoup. C'est sur une partie du coup d'État. C'est sur les frères Mbéné. Et le sort de l'un d'entre eux n'est pas commun. Et c'est pour ça que j'ai tenu à traiter cette histoire. Parce que je me dis, il y a vraiment beaucoup à faire, quoi. Parce que beaucoup de Gabonais, certainement, ne connaissent pas cette histoire. Et je suis moins régulier aussi, je vous le cache pas. C'est pour ça que là, je vais publier ça dimanche. Et l'autre vidéo, ce sera samedi, c'est-à-dire 6 jours après. Donc, vous imaginez le travail que je vais devoir faire entre-temps. Pour ça, donc, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Mettre la vidéo, par exemple, en story sur vos comptes Instagram. Pourquoi pas, pour encourager, pour me montrer que vous soutenez le travail. Vous pouvez, par exemple, aussi envoyer des super thanks et tout ça sur la chaîne. Merci pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.